Et donc ce collectif accompagne effectivement, comme je vous l'ai dit, des écoles, des démarches, des structures. C'est vrai qu'il y a les CAUE aussi qui font énormément de choses, qui sont soutenus aussi par le pape dans leurs travaux, mais aussi des paysagistes et des jeunes d'ailleurs qui ont beaucoup activé le réseau pape dès le début. Voilà, les actions du collectif sont des publications principalement, des travaux de recherche et l'accompagnement des territoires. Voilà, donc là, nous allons faire un petit tour de table, c'est-à-dire chacun notre tour, on va faire une lecture d'un de nos articles et puis on vous parlera d'un sujet qu'on a défini ensemble. Les articles qui ont été écrits sont pour Véronique et Philippe. Ils font partie de la partie 4 de l'ouvrage qui s'appelle Paysages nourriciers. Véronique, le titre de son article, c'est Les arbres hors forêt, une longue histoire à poursuivre. Qu'est-ce qu'un arbre hors de la forêt? Intéressant. Et Philippe, l'arbre champêtre reprend racine, les campagnes arborées de demain. Donc là, on comprend bien tout un territoire. Et moi, vous voyez, mon article, il n'est pas du tout dans ce secteur-là. Il est plutôt sur la partie 6 de l'ouvrage, sur le métier, les formations et les acteurs du paysage, du projet de paysage. Et comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu ce que je fais à l'école de Versailles, au sein de la FFP et au sein de l'agence Terre, la promotion des paysagistes, on va dire. Donc mon article s'intitule Paysages et transition dans la formation des paysagistes concepteurs, puisque ce titre paysagiste concepteur est maintenant notre nouveau titre. Donc voilà, 3 illustrations extraits de nos 3 articles. Donc vous voyez, Philippe, il s'intéresse à l'arbre dans le paysage à grande échelle et son effet à travers l'histoire et le temps. Donc on pourrait l'écouter pendant peut-être 2 heures, nous parler de ce sujet-là. Véronique nous parlera de l'arbre, le sujet lui-même en fait. Et moi, du coup, ben, il n'y a pas d'arbre, mais des paysagistes. Donc, je vous parlerai aussi un petit peu des paysagistes. Et on s'est dit qu'on allait parler de nos actualités. Voilà. Donc, en fait, notre sujet, ce ne sera pas directement ce titre, le paysage au cœur de la transition, mais plutôt l'arbre au cœur de la transition. Et donc, le cœur, pour Véronique, c'est l'arbre lui-même, hein, son cœur, on va dire. Et moi, ce sera ce métier. Et puis, Philippe, l'arbre au cœur de l'agroécologie et du changement climatique. Donc, on va commencer par une lecture avec Véronique Mur, si tu es prête. Oui, je suis prête. Est-ce que, juste pour précision, je fais juste la lecture d'une minute et on interviendra ou j'enchaîne par une petite présentation qui élargit un peu le débat? Eh bien, tu fais ta présentation d'une minute, tu fais ta lecture et tu enchaînes, je pense. D'accord, ok. Eh bien, donc j'ai choisi de vous lire un tout petit extrait de cet article qui s'intitule donc Les arbres hors forêt, une longue histoire à poursuivre. Dans les pages, les dernières pages en fait de l'article qui arrivent un tout petit peu à la conclusion et qui me permettront d'enchaîner avec une actualité qui évolue très vite en fait autour de l'arbre hors forêt. Alors voici ce petit extrait. L'actualité environnementale ne cesse de nous rappeler combien les arbres, et les arbres hors forêt en particulier, ont des effets importants en matière de préservation de l'environnement. Économie de l'eau, conservation des sols, régulation du climat et surtout maintien de l'équilibre des écosystèmes. Les spécialistes remarquent cependant qu'ils ont été omis dans les évaluations des ressources naturelles, négligés dans les statistiques, ignorés des politiques, délaissés dans les législations et à peine évoqués dans les discussions publiques. Mais l'essor de l'agroforesterie et l'intérêt de certaines de leurs caractéristiques ont donné récemment un nouvel essor à la recherche scientifique sur l'arbre. Les connaissances sur l'arbre ont progressé en effet de façon importante ces dernières décennies. Les ouvrages les concernant sont nombreux. Les apports de la recherche font changer notre regard sur les arbres. Ils permettent de faire des liens entre leur réalité biologique, leurs besoins, leurs conditions de vie à l'état naturel et les contraintes auxquelles on les soumet quand on les domestique, les sélectionne, les cultive et les taille. Connaître le fonctionnement des systèmes racinaires, des mycorhizes, des feuilles, permet de mieux accompagner la plante dans la régulation de ses besoins en eau, par exemple.
De la même façon, connaître l'architecture et la biologie des arbres est indispensable pour choisir leur implantation et par la suite des modes d'intervention respectueux de leur croissance. Voilà, j'arrête là ce petit extrait que je voudrais prolonger en abordant plutôt le sujet des arbres en ville. Peut-être que tu peux passer, Béatrice, la Oui. diapositive suivante. En fait, je ne vous ai pas mis beaucoup de diapositives, juste 2, mais je voulais vous aborder le sujet que, associé au constat de la disparition des arbres en forêt, nous faisons d'autres constats, ceux de la perte des usages, mais aussi et peut-être surtout des liens culturels, symboliques et ou sensibles, peut-être même voire sensuels, que nous avons tissés depuis des millénaires avec les arbres. Et dans le même temps, la nécessité d'accueillir l'arbre dans la ville est de façon bien plus généreuse et patente pour lutter par exemple contre les îlots de chaleur urbains, mais pas que. Il est maintenant acquis que vivre à proximité d'arbres est bénéfique pour l'équilibre général des urbains et pour leur santé. Mais si on connaît parfaitement et on nous est conditionné par les modalités d'accueil et la manière dont nous les traitons. Et donc, je propose de réfléchir à la question comment cohabiter égaux et différents dans la ville, ou plus précisément, comment habiter en arbre dans le monde des arbres. Faire comme si nous avions enfin décidé que dans les villes, nous pouvions vivre à plusieurs peuples sur le même sol. Il est facile de constater que les arbres dans leur milieu naturel, tu peux passer peut-être la diapo suivante, merci, ne vivent jamais seuls et qu'ils font société. Malgré ce, nous devons prendre acte de la façon dont nous les accueillons dans les aménagements produits par nos sociétés carbonées, un accueil qui, vous le concéderez facilement, est à l'opposé de leurs conditions de vie en milieu naturel. Au-delà, nous devons prendre acte, pour reprendre les mots de Baptiste Morisot, de l'appauvrissement de la relation que nous tissons avec le vivant. On n'y voit rien, nous dit-il, on n'y comprend pas grand-chose et surtout, ça ne nous intéresse pas vraiment. Ça n'a pas de place légitime dans le champ de l'attention collective, dans la fabrique du monde commun. Ma proposition face à ces constats est de recréer le lien, de recréer du lien et de nous concentrer sur la mise en avant des solidarités biologiques pour amplifier les rapports symbiotiques des plantes entre elles, mais certainement aussi avec les hommes. Il est indispensable désormais de concevoir le paysage urbain comme un système vivant, et je pense que c'est ce dont Béatrice va nous parler tout à l'heure, de l'appréhender dans sa globalité, mais aussi dans sa totalité, c'est-à-dire en considérant le paysage visible et peut-être surtout l'invisible. J'entends par là celui qui est juste sous nos pieds et constitue le milieu de vie non seulement des arbres, mais des milliers d'êtres vivants qui vont interagir ensemble. Favoriser cette logique d'entraide, de symbiose, me paraît bien moins illusoire que l'idéal d'un super arbre capable de répondre à de multiples injonctions contradictoires de performance. On veut des arbres peu consommateurs d'eau, résistants à la sécheresse, générant de la fraîcheur et de l'ombre, sans parler de ses qualités esthétiques. Ainsi, il y aurait une manière de favoriser les services écosystémiques rendus par le vivant via la relation plutôt que la sélection. Cela me paraît être l'approche la plus cohérente pour imaginer une ville durable et résiliente face aux aléas du climat et aux agressions diverses. Si j'ai encore une minute,
je voudrais juste, en guise de conclusion, vous lire un tout petit poème de Jules Renard qui s'intitule Une famille d'arbres. Voici. C'est après avoir traversé une plaine brûlée de soleil que je les rencontre. Ils ne demeurent pas au bord de la route à cause du bruit. Ils habitent les champs incultes, sur une source comme des oiseaux seuls. De loin, ils semblent impénétrables. Dès que j'approche, leur tronc se dessert. Ils m'accueillent avec prudence, je peux me reposer, me rafraîchir, mais je devine qu'ils m'observent et se défient. Ils vivent en famille, les plus âgés au milieu, et les petits, ceux dont les premières feuilles viennent de naître, un peu partout, sans jamais s'écarter. Ils mettent longtemps à mourir, et ils gardent les morts debout jusqu'à la chute en poussière. Ils se flattent de leurs longues branches pour s'assurer qu'ils sont tous là, comme les aveugles. Ils gesticulent de colère si le vent s'essouffle à les déraciner. Mais entre eux, aucune dispute. Ils ne murmurent que d'accord. Je sens qu'ils doivent être ma vraie famille. J'oublierai vite l'autre. Ces arbres m'adopteront peu à peu, et pour le mériter, j'apprends ce qu'il faut savoir. Je sais déjà regarder les nuages qui passent, je sais aussi rester en place, et je sais presque me taire. Merci. Juste une précision, que cette image est issue d'un travail réalisé avec le collectif Coloco pour une agence d'architectes PCA Stream, et cette proposition a été faite dans le cadre d'un travail qui s'intitulait Réenchanter les Champs-Élysées. Très bien. Alors du coup, je vais continuer, donc le fil de cette présentation en vous parlant moi de ce que j'ai préparé avec cette lecture, et puis ensuite on écoutera Philippe, puis après on reviendra Véronique te poser des questions. Donc juste pour toi Véronique, voilà, j'ai récupéré deux images puisque je t'avais parlé de l'actualité des arbres à l'école du paysage. Et ben, écoute, la semaine dernière, il y a des étudiants de deuxième année qui ont passé en fait, pendant leur cours d'art au sein de département artistique de l'école, ils ont passé 3 jours dans la forêt, dans les forêts près de Versailles. Je crois que ça leur a fait du bien. Et ils ont fait des installations autour de l'arbre. Donc ce sujet d'art plastique qui est mené par Olivier Marty, qui m'a prêté ces images, et il m'en a donné beaucoup d'autres. Donc Véronique, je te ferai part de toutes ces images-là. Et puis, si vous êtes intéressé pour connaître un peu plus ces travaux, il faudra voir à l'école du paysage avec Olivier Marty. Mais ça, ce sont voilà, deux installations qui ont été faites par les étudiants qui m'ont beaucoup marqué. C'est vrai parce que l'arbre, c'est bien sûr la verticalité, mais c'est aussi l'horizon, et c'est aussi les strates, le sol. Et puis on parle aussi beaucoup aujourd'hui dans les livres sur l'animation, le paysage animé, on va dire. Ce sont les arbres qui sont connectés entre eux, on le sait maintenant beaucoup plus dans cet ouvrage la vie des arbres, la vie des plantes, enfin tous ces ouvrages qui nous ont éclairés récemment sur cette vision collective des arbres qui ont une histoire presque politique entre eux, etc. Voilà, donc c'était des images pour toi. Je t'enverrai donc leurs travaux avec leurs écrits si ça t'intéresse. Et donc, ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est vrai que tu nous parles de l'arbre. Il y a plein de choses dans la présentation que tu as fait là, c'est-à-dire c'est l'arbre qui est. Tu as parlé de la beauté, de l'esthétique de l'arbre, mais aussi de son bien-être, et notamment en ville. Et ça donne envie d'avoir aussi ton point de vue sur l'arbre en forêt. Donc on verra plus tard. Donc moi, je voulais vous faire une petite lecture. Donc dans l'article que j'ai écrit, c'était un article qui retraçait une année d'enseignement autour de la transition énergétique dans le cadre de la chaire énergie, où il y a 9 étudiants qui ont travaillé toute l'année là-dessus. Ils ont rencontré beaucoup d'experts, et puis ils ont fait des travaux personnels que j'ai mis en valeur dans cet article. Donc je vais vous raconter le travail de ce jeune paysagiste qui s'appelle Étienne Mallet, qui est donc maintenant
diplômé et qui a en plus ce grade, ce postmaster transition énergétique. Étienne Mallet, élève du postmaster, a exploré l'idée que nous serons capables d'inventer de nouveaux rapports avec les énergies par la création urbaine. Il dessine une vision du métabolisme urbain sous l'angle de la performance énergétique en proposant un rapport de type symbiotique entre la ville et son milieu. Pour cela, il imagine un temps où l'agriculture d'Île-de-France sera convertie au bio et où le cycle de l'azote sera bouclé à l'échelle métropolitaine grâce au recyclage des éléments nutritifs contenus dans les matières organiques de toute nature, effluents d'élevage, résidus de culture et autres sous-produits organiques issus des activités humaines. Il décrit la ville des mobilités douces et collectives comme un bocage pâturé, où certaines rues piétonnes devenues ovines renforcent l'aspect futuriste de la ville productive. Dans son projet utopique, l'immeuble haussmannien, patrimoine intouchable, devient le support d'expériences où la sobriété énergétique est mise en pratique, où vie collective urbaine et terre agricole régionale coopèrent et accueillent les migrants de façon pacifique. Il détaille les bienfaits de l'urine qui, une fois pompée au niveau de chaque copropriété, est traitée pour des usages agricoles ou chimiques. L'aspect bioclimatique du bâtiment patrimoine est renforcé par une extension sur les toits de concentrateurs solaires à basse pression. Il illustre une vie collective parisienne, pragmatique, où les humains, bientôt payés pour pédaler, font du sport pour que fonctionnent les ascenseurs ou le monte-charge de l'immeuble, et dans laquelle l'électricité de nos LED et batteries d'ordinateurs est autoproduite par la cogénération. Selon lui, la ville intelligente sera celle qui informe tous les citoyens des cycles de l'eau, du carbone et de l'azote en temps réel, afin que chacun puisse moduler son rythme de consommation électrique, de gaz, de déplacement et d'eau selon les aléas du contexte climatique. Voilà, je voulais vous montrer, je voulais faire cette lecture-là parce que j'aime bien parler du travail des paysagistes et je trouve que, effectivement, nous, les paysagistes, on travaille beaucoup l'arbre en ville, puisqu'il y a, il y a beaucoup de commandes pluridisciplinaires qui sont en ville pour le paysagiste concepteur. Et de plus en plus, donc, enfin, chaque paysagiste qui intervient en ville, on va dire, travaille énormément la question du sol et du sous-sol aussi. Et c'est ce qu'on a vu un peu dans la coupe que tu nous as présentée précédemment, les colocos. C'est que de plus en plus, nous sommes intéressés par effectivement la compréhension de ce sous-sol et la manière dont on va faire en sorte que ce sous-sol nous permette de créer des espaces de nature en ville dans lesquels le végétal va respirer. Et donc, nous sommes de plus en plus sur cette réflexion du sol, qui est vraiment un échange dans lequel on dessine de plus en plus les rhizomes, on va dire. Voilà donc une planche aussi qui rappelle, ça ce sont des étudiants de l'école du paysage aussi qui ont fait cette planche-là, dans le cadre d'un travail sur la question de l'urbanisme puisqu'évidemment, cette question de l'arbre en ville, cette question du sol urbain, facteur de biodiversité, et cette question d'urbanisme végétal sont nos sujets qui ne sont pas primordiaux, puisqu'on s'intéresse aussi bien sûr au grand territoire, mais c'est les sujets sur lesquels moi je vais parler tout de suite. Et j'avais bien aimé cette série de coupes qui m'a fait penser aussi un peu à l'image que tu as montrée, Véronique, avant. C'est finalement le fait que sur ces questions-là, bah, on est très nombreux et on a besoin de travailler tous ensemble. Donc cette pluridisciplinarité indispensable pour bien comprendre euh, les sols et la manière dont on peut les travailler tous ensemble. Et donc je trouvais que c'était intéressant d'avoir le sol du point de vue de l'agronome, de l'agriculteur, de l'écologue, pédologue, géologue, et finalement le paysagiste qui, donc les étudiants, là montrent une vision du sol par le paysagiste qui est le sol en ville, qui a une géologie et qui a une géographie dans lequel on va s'intéresser à la pédologie tout de même et à la développement au développement de l'arbre en ville finalement. Et donc moi, mon actualité, c'est celle-ci. Au sein de l'agence Terre, j'ai coordonné une exposition qui est en cours, que je vous conseille d'aller voir,
à la galerie d'architecture dans le Marais, qui s'appelle Sol vivant, socle de la nature en ville, et qui finalement décrit ce que je disais tout à l'heure, c'était cet intérêt qu'on a, les paysagistes, à, on va dire, dessiner, mais plus que ça, dessiner, c'est s'y intéresser de manière un peu scientifique, les racines de l'arbre dans le sous-sol de nos projets. Et donc, on va les dessiner parce qu'il va falloir les implanter là où il n'y a pas de réseau, là où on peut le faire. Mais il va falloir aussi travailler ces sols pour que ces espaces de nature, et on parle beaucoup d'îlots de fraîcheur, et tout le monde les dessine, et tant mieux. Donc on le fait énormément et de plus en plus. Et c'était un petit peu l'idée de cette exposition, c'était un peu de faire l'éloge de cette manière de voir le monde, du sous-sol à la biosphère, on va dire, ce territoire qu'il faut aménager dans sa verticalité, mais aussi la coupe représente aussi la question de l'horizontalité, donc qui était intéressante pour nous, et qui est l'horizontalité des couches géologiques, mais aussi l'horizon des paysages. Et donc, voilà, en fait, l'idée, c'était que ce projet qui a été qui vient d'être, c'est un projet de parc à Barcelone qui vient d'être réalisé par l'agence Terre. C'est Olivier Philippe, l'associé qui en était en charge. Et en fait, ce projet à Barcelone a été l'inspiration pour cette exposition, pour montrer comment le paysagiste travaille pour transformer des espaces perméables en espaces complètement désimperméabilisés. Puisque là, on était sur en fait un rond-point infrastructurel au cœur de Barcelone, dans un des blocs de l'urbanisme de Cerda qui était complètement perméable. Et l'agence Terre a gagné par rapport aux agences catalanes parce qu'elle a fait une place parc en fait. C'est pas une place minérale, mais c'est une place végétale tout simplement. Alors évidemment, les paysagistes euh, ont, on défend aussi les espaces minéraux vides en ville, c'est hyper important bien sûr. Mais là, en l'occurrence, pour Barcelone, c'était indispensable d'imaginer la place Parc. Et donc le projet, la conception, on va dire, c'était de créer des zones de nature, des nodes qui ont été appelés des nodes, qui sont un peu en creux, dans lesquels il y a une plantation assez dense d'arbres et de strates, de diverses strates, pour créer des nouveaux milieux en ville et des petits espaces de biodiversité. Et donc, ça a été un peu cette coupe, qui est une coupe animée en fait, qui a permis de gagner ce projet. Et ce projet qui vient d'être terminé, la mise en chantier vient d'être terminée. Il a été ouvert juste au moment du confinement. Et il est déjà aujourd'hui un espace de biodiversité. On commence à avoir des relevés un petit peu climat et puis faune dans ce parc. Et donc voilà le dessin de la note qui ressemble aussi à la coupe que tu as présentée, que vous avez travaillé pour les Champs-Élysées avec l'agence de paysages colocaux. Voilà, donc les paysagistes, c'est ça notre sujet de plus en plus, en tout cas au sein des villes. C'est d'essayer de créer des espaces de biodiversité qui vont tenir, qui vont être en cohérence avec un territoire donné. Là, il se trouve que à Barcelone, l'idée c'était d'avoir des nodes, donc certaines qui sont fermées, clôturées même, parce qu'il y a beaucoup de chats qui viennent manger les oiseaux. Il y a des prédateurs de biodiversité qu'on ne soupçonnait pas. Il y a donc des zones clôturées et puis des zones qui sont ouvertes dans lesquelles il y a des jeux et des animations. Voilà, donc c'est euh, ce principe, voilà, l'objectif c'était effectivement de changer un petit peu ce climat. Alors évidemment, voilà une note qui a été mise en place, donc elles sont en préparation. Pour l'instant, les arbres sont plutôt petits. Et donc, les sols ont été travaillés en creux pour récolter plus ou moins l'eau, pour avoir des notes plus ou moins sèches et d'autres plus humides, et qui ont été travaillés avec des sols vivants. Voilà. Et en fait, l'autre concept qui est aussi en suivi avec des écologues sur place et qui était aussi dans le projet, c'était de créer des canopées. De se dire l'arbre, en fait,
va pouvoir créer aussi une canopée. Là, il se trouve que la place de Barcelone, elle se trouvait à la croisée des grands axes de la ville, entre deux rivières, entre des grands alignements et puis la mer, entre une géographie et la mer aussi. Et donc, finalement, l'idée de créer une condensation de canopée à un endroit donné a été assez fédératrice aussi pour ce projet-là. Et là, ça a été tout un travail avec un écologue aussi pour essayer d'introduire la canopée des oiseaux, on va dire, c'est-à-dire une première recherche, mais qui pourrait correspondre à beaucoup de villes, là, en l'occurrence qui a été fait pour Barcelone, d'essayer de comprendre l'ampleur de certains sujets, des arbres, et l'ampleur de la canopée pour la vie des oiseaux en ville, et puis aussi pour rafraîchir ce territoire et toute cette ville. Et du coup, ce qui est intéressant aussi avec ce projet-là, qui sont comme je vous le disais, on est dans des concepts qu'on travaille avec des scientifiques, mais on ne sait pas exactement ce que ça va donner en fait. Donc on est en train de les regarder, de les étudier, on va les analyser, on pourra faire des bilans et des retours sur cette mise en biodiversité de la ville, mais en tous les cas, ça fait école aussi, puisqu'au sein de Barcelone, du coup, tous ces blocs qui ont été construits par Cerda dans cet urbanisme de carré est en train de petit à petit de s'ouvrir à la biodiversité. Voilà, ça c'était l'expérience moi que j'ai en ce moment avec l'agence Terre et l'école de Versailles. À Versailles, donc ça c'est plus une illustration qui va illustrer le propos de Philippe. On va passer à ta lecture et ton intervention. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, il paraît que je commence par heureusement qu'on me l'avait dit, Une lecture. donc je vais commencer par une lecture d'une partie de mon article. En domestiquant les arbres, les paysans ont appris à les respecter. Cette domestication, qui a pris des siècles, a donné naissance à des milliers de variétés de fruits, chacune dotée d'un nom, mais aussi à une multitude de modes de gestion: taille, élagage, greffage, plessage, palissage, positionnement dans l'espace, adaptés à chaque terroir et contexte pédoclimatique. Des connaissances et des savoir-faire ont émergé, se sont développés, se sont transmis et enrichis au fil des générations jusqu'à une période récente. Ces savoir-faire couvraient les techniques de plantation et les différentes formes de valorisation du bois, car les paysans connaissaient chacune des essences et l'usage qu'ils pouvaient en faire. L'arbre champêtre ne doit rien au hasard, ou si peu. Voilà, bon après, pour ceux qui veulent plus, ils liront l'article. Et juste avant de démarrer, en fait, je voulais vous citer, il y a quelque chose qui m'avait vraiment marqué, c'est une personne qui s'appelle Emak Djangaliev, qui était un chercheur russe qui vivait au Kazakhstan, qui a en fait découvert les forêts sauvages de pommiers dans le Tian Shan, dans les montagnes entre la Chine et le Kazakhstan, et qui avait fait, je ne sais pas ce que ça devient aujourd'hui, mais voilà, c'était l'origine de la pomme. Alors, je vais prendre la main. Si on me laisse partager l'écran, il faut que quelqu'un me laisse partager l'écran. Oui, c'est bon, tu peux y aller. C'est bon? Non, ça y est. Ah oui, continuer. Oui, alors, hop. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça va pas, ça. Alors pendant que Philippe partage son écran, je voulais juste simplement vous dire que cet article sur l'arbre champêtre patrimoine, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous conseille de le lire. On se rend compte vraiment de l'importance de notre arbre dans le système pastoral français et surtout que c'est un élément de la transition agroécologique. Voilà, donc je vais me servir de l'arbre pour parler de la transition. On aurait d'autres entrées. J'ai écrit un autre article parce que c'est vrai qu'en ce moment, je trouve que à Solagro, on est beaucoup dans les calculs, on chiffre la transition, etc. L'intérêt pour moi à PAP, c'est qu'on est un peu plus dans le sensible. Et j'ai écrit un autre article sur les paysages sonores. Et voilà, et c'est un peu les deux versions de ma personnalité, puis je trouve des approches qu'on devrait avoir. Alors,
déjà, donc, un petit point sur l'agroécologie, juste pour dire comme c'est un petit peu l'avenir de l'agriculture, c'est-à-dire comme le dit le mot de paysage de l'après-pétrole, hein, imaginez une agriculture sans pétrole d'ici 30 ans, voire même plus tôt, c'est-à-dire sans engrais chimiques, avec des tracteurs qui roulent ou à des carburants issus de la biomasse ou la traction animale. Enfin voilà, ça veut dire une vraie révolution agricole et l'agroécologie peut accompagner cette transition parce qu'elle est là pour justement minimiser les ressources sensibles, hein, y compris l'eau pour l'irrigation, optimiser les flux de nutriments. Et là, l'arbre y contribue vraiment puisqu'il permet par ses racines de recycler l'azote via les feuilles, puisque les feuilles, quand elles tombent à l'automne, les pigments bruns contiennent de l'azote. Bien entendu, ça a été dit tout à l'heure par Véronique, la préservation des ressources naturelles, hein, le bocage préserve contre l'érosion, etc. C'est aussi une protection des animaux, donc une meilleure productivité. Après, les arbres, j'ai dit, pour les pommiers, il y a aussi tout ce qui peut toucher, ou les oliviers, ou les châtaigniers, toutes les ressources génétiques pour s'adapter aussi au changement climatique. Et puis, bien entendu, la contribution au service écologique comme la lutte biologique ou la pollinisation, puisque énormément d'arbustes à fleurs dans les haies, par exemple, contribuent à maintenir les pollinisateurs sauvages. Et tout ça avec un objectif de favoriser la résilience. Et c'est vrai que l'arbre, dans tous les travaux aujourd'hui qu'on commence à mener, nous, sur l'adaptation au changement climatique, on s'aperçoit que l'arbre sera certainement, avec le sol, un des éléments clés de notre résilience au changement climatique qui s'annonce particulièrement violent. Et puis, un point aussi sur la contribution au système alimentaire local, puisque dans notre scénario de transition after 2050, la transition va se faire prioritairement par une transition alimentaire et un changement de notre régime alimentaire en allant vers des régimes plus végétaux et plus biologiques. Je mets aussi cette diapositive, ça résume bien mes deux entrées, l'entrée agronomique ou agroécologique, voilà, qui cherche à mettre la biodiversité dans le fonctionnement de l'agrosystème avec les pollinisateurs, les prédateurs, parasitoïdes, tout ce qui permet au sol de fonctionner, les mycorhizes, les champignons, les vers de terre. Puis avec une entrée plus ressources génétiques, et puis l'approche naturaliste qui, elle, va s'intéresser à la protection des espèces sauvages. Mais au final, dans les deux cas de figure, on se retrouve avec toujours comment on gère les infrastructures agroécologiques, comment on améliore les pratiques agricoles, comment on gère les prairies. Voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'on est au stade où il faut vraiment fédérer ces deux approches, sachant que l'approche naturaliste est beaucoup plus sensible. Alors, comme vous êtes sensible, je vous ai mis la photo de la grande outarde en grand, parce que je me dis, ça vaut le coup de se battre pour ce genre de choses. Bon, elle a disparu en France il y a 100 ans, mais on peut encore la voir assez facilement en Espagne et vit dans les grandes plaines céréalières. Elle était présente en Champagne-Ardenne. Peut-être qu'un jour, on sera en capacité de la réintroduire, mais c'est vrai qu'on voyait ce genre d'oiseaux dans les campagnes, ça les enchante. Voilà. Petit point que j'aime bien aussi citer pour faire le lien entre l'agronomie, l'alimentation et les paysages, c'est la fameuse règle des 5 P. Paysans, pays, paysans, produits, plats, paysages, où en fait, finalement, le paysan fait le paysage et le paysage se fait aussi au travers des biens qui sont produits et des plats qui en découlent. Donc c'est vrai que les territoires où on produit de la betterave pour faire plein de sucre avec des néonicotinoïdes ou de la pomme de terre ou du blé qui va être exporté, c'est pas ça qui va faire vraiment notre paysage, quoi. Voilà. Et plus il y a ces liens tenus, plus le paysage va être riche. Alors aussi, pour vous montrer un petit peu l'évolution des paysages, vous voyez ici, alors, je ne sais pas si ça marche, ouais, voilà. Comment tous ces paysages ont évolué ces 30 dernières années, en France comme en Europe, où en fait on a dû faire face à
à une intensification, une spécialisation des exploitations et des régions. Et donc, en fait, là où l'arbre avait beaucoup de place, dans beaucoup de régions, pas partout, hein, pas tellement dans les open fields, en fait, sa place s'est vue réduite sous les coups de boutoir de cette d'agriculture intensive. Et en fait, l'arbre s'est beaucoup maintenu finalement dans les espaces où l'intensification a été freinée, soit pour des conditions pédoclimatiques comme en montagne, soit des territoires comme certains coins de Normandie où finalement les produits AOP de terroir ont réussi à faire alliance avec l'arbre. Encore une autre photo, celle-là, elle est prise en Suisse où on imagine comment devaient être les paysages avant-guerre ou juste après-guerre dans les années 50 où les arbres étaient partout. Générait forcément énormément de biodiversité, donc on comprend pourquoi la biodiversité s'est effondrée et voilà ce qu'il en reste aujourd'hui. Alors vous me direz, ceux qui n'ont pas connu les paysages d'hier, ils disent ça c'est encore un beau paysage, quoi. C'est un beau paysage mais finalement beaucoup moins nourricier, beaucoup moins résilient, où avant donc finalement la production fruitière, parce que là ce qu'on a vu c'était beaucoup des pommiers, des cerisiers ou des poiriers, finalement étaient capables de produire des fruits sans aucun pesticide, alors qu'aujourd'hui, en moyenne, sur un pommier, il faut une quarantaine de traitements par an. Voilà. Le pré-verger, alors j'aime bien ce modèle agronomique, quasiment pas étudié ou pas du tout par les chercheurs. C'est vraiment le truc oublié, alors que c'est pour moi le prototype même de ce que peut être l'agroécologie, des systèmes extrêmement productifs, résilients et durables. Parce qu'en fait, dans les années 60, ce qu'on a dit aux agriculteurs, écoutez, si vous voulez faire du lait, ben, vous faites de la prairie, voire de la prairie temporaire, voire du maïs en silage, des vergers intensifs, bastiges, irrigués, avec des filets par grêle si possible, voire même des systèmes anti-gel. Voilà. Et en fait, on a séparé les deux, alors que là, on voit très bien sur cette diapositive qu'on peut allier à la fois l'herbe, le pâturage, la pomme, voire la production de miel. Et en fait, on a pu montrer que sur ces systèmes-là, en fait, ils sont beaucoup plus productifs que de faire les deux séparément. Voilà, c'est-à-dire que là, finalement, si on doit produire et de la viande, ici de mouton, et des pommes, ben mieux vaut associer les productions sur la même parcelle. C'est des chimiques. C'est vraiment finalement, puis qui génère des paysages hors du commun. Et c'est vraiment cette agriculture qui n'est pas l'agriculture 2.0, qui finalement, mais quand même extrêmement sophistiquée, qu'on veut voir demain. C'est-à-dire que là, la sophistication, elle est dans le choix des variétés. Donc, en général, vous avez une trentaine de pommiers. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ces vergers sont surtout utilisés pour la production de cidre ou de calvados, voire de jus de pomme. Donc, il y a le choix des variétés pour s'étaler dans le temps, pour faire face en cas de gel. Il y a aussi la protection, vous les voyez un petit peu, là, des jeunes arbres pour éviter qu'ils soient mangés par les moutons, l'espacement entre les arbres, la façon dont on gère le pâturage par rapport à la récolte de pommes. Enfin, voilà, il y a vraiment des savoir-faire extrêmement importants derrière ces systèmes qui sont finalement très sophistiqués. Ici aussi, pour tout le système d'arbres qui va jouer son rôle au niveau de l'élevage, notamment avec le réchauffement climatique. Vous voyez ici que dès qu'il fait chaud, finalement, les animaux se protègent à l'ombrage des arbres. Mais c'est la même chose quand il y a du vent, de l'humidité, ils vont se protéger derrière la haie. Et en fait, ce genre de paysage où on a à la fois qui contribue à une très faible utilisation de produits chimiques, que ce soit l'azote ou les produits phyto, qui maintiennent les infrastructures, donc le bocage, mais aussi les prairies humides, les mares, pour abreuver les animaux, et puis éventuellement qui permettent aussi une rotation en maintenant un peu d'espace labourable où on peut enchaîner la production de céréales et de prairies temporaires. On a là ce que moi je qualifie des systèmes à haute valeur naturelle qui allie finalement une production de qualité et une protection durable des ressources naturelles que sont l'eau, la biodiversité et les sols, quoi.
Et actuellement, d'ailleurs, on travaille avec une entreprise de la viande qui s'appelle Beauvalet en Limousin pour développer ce label haute valeur naturelle. Voilà, donc des photos du bocage là, pris en Limousin. Donc là, on a affaire à des haies extrêmement denses et vivaces. Malheureusement, elles ne sont pas toutes comme ça. Et malheureusement, le bocage continue de s'effriter. Hein. On a calculé, on attend les derniers chiffres là, qui ne vont pas tarder, mais globalement, on perd encore presque 10 000 km de bocage chaque année, alors qu'on enfin de haies, alors qu'on en replante à peine 3000. Donc on est toujours encore à la traîne, alors que l'arbre devrait au contraire être repositionné au cœur des systèmes agricoles de par toutes les fonctions qu'il génère. C'est vraiment la solution sans regret, l'arbre. Et aujourd'hui, l'enjeu, il n'est pas tant sur la plantation que sur le maintien et la bonne gestion des haies existantes, tel qu'on peut le voir sur cette photo, et qui est portée notamment par la FAC avec son label haie, qui vise à promouvoir une gestion durable des haies. Donc à la fois les valoriser, parce que comme je l'ai dit dans mon introduction, en fait, tous ces arbres-là, ils ont été gérés, plantés, managés par le paysan. Ils sont pas là, c'est pas du hasard. Et donc, finalement, moins on va les utiliser, moins on va les valoriser, plus ils sont condamnés. Et donc, il faut vraiment trouver les usages de l'arbre, montrer toute leur utilité pour assurer leur pérennité, sachant qu'ils sont quand même très longs à pousser. Et c'est là un peu le problème actuellement où on veut toujours aller plus vite et l'arbre, lui, demande du temps. Voilà un autre paysage de bocage ici vers l'Aïol, hein, qui fait un très bon fromage qui s'appelle le l'Aïol, où là, on a beaucoup un bocage de frêne qui est notamment utilisé en période de sécheresse pour alimenter les vaches, et puis qui est bien un allié avec la prairie pour maintenir ces paysages très fonctionnels où la qualité de l'eau est assurée. Et souvent, on a observé que là où il y avait ces paysages-là, on avait une pollution de l'eau extrêmement limitée, que ce soit en azote ou par les nitrates. Voilà. Ici, un autre paysage. Donc ça, c'est les paysages que vous allez trouver dans la péninsule ibérique, que ce soit au Portugal ou en Espagne, en Extremadure, dans ce qu'on appelle les DSA ou les montados. Celui-là, il est encore un peu clairsemé. Il y en a qui sont beaucoup plus denses, où en fait, du fait de l'aridité, les paysans ont construit déjà il y a plusieurs centaines d'années des paysages un peu de savane où le chêne vert ou le chêne liège, ça dépend des types de sol, est un peu taillé en parasol, donc fournit à la fois de l'ombrage mais aussi des glands pour les animaux et notamment les cochons. Donc c'est là qu'on produit le fameux pata negras. Mais certaines années, le sol finalement peut être labouré et cultivé avec des céréales qui sont soit récoltées, soit données en verre aux animaux. Donc c'est vrai que ça donne des paysages particulièrement riches et diversifiés. Et en fait, les calculs ont montré que, en général, avec ces paysages-là, on produisait 2 fois plus de biomasse que s'il n'y avait pas d'arbres. Donc peut-être qu'il faut qu'on aille s'inspirer de ces paysages du Sud pour ce qu'il va falloir construire en France, vu les vagues de chaleur que nous annonce Météo France d'ici 2050, où les vagues de chaleur, au lieu de durer 15 jours comme en 2003, en 2013, vont durer entre 1 et 2 mois. Voilà. Ici aussi, un des paysages finalement les plus résilients d'Europe, c'est les oliveraies, puisqu'on a des oliveraies qui ont 2000 ans d'âge. Donc on a vraiment un arbre presque éternel. L'huile d'olive est toujours d'actualité, c'est toujours un mets apprécié, consommé par les Français, mais on doit malheureusement importer l'essentiel de notre production. Donc il y a une relance à faire, d'autant plus que c'est un arbre qui va être adapté au réchauffement, voilà, qui s'adapte aussi à tous les terrains, notamment les terrains pauvres. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre? J'ai presque terminé. Donc après, malheureusement, il y a l'approche sensible, mais il y a l'approche pragmatique d'essayer de voir comment éventuellement valoriser l'arbre. L'arbre a toujours été mal pris en compte dans la politique agricole commune.
Voilà, en fait, on disait aux paysans, ouais, mais on va donner des aides qu'aux surfaces réellement cultivées, donc les arbres, il faut mieux les enlever, sinon vous allez prendre des pénalités. Donc, toujours une mauvaise communication qui a été faite, même si aujourd'hui, dans le cadre de la conditionnalité des aides, l'agriculteur est obligé d'avoir un minimum de surface d'intérêt écologique. Et donc, là-dedans, l'arbre contribue, on va dire, un petit peu à assurer le versement des aides. Là, je vous ai montré cette cartographie où on peut voir les… Alors, je crois que les lisières sont en jaune, les haies sont en vert, pointillées, puis vous avez les prairies humides. Cartographie qu'on fait aujourd'hui là pour l'agence de l'eau Adour-Garonne dans le cadre des paiements pour services environnementaux. Voilà, on a pu en 2020 signer 850 PSE sur le bassin Adour-Garonne pour 6 millions d'euros. Et un des indicateurs qui amène des points et qui permettent à l'agriculteur de rentrer dans ce paiement pour service environnemental, c'est la surface d'infrastructure agroécologique où on prend en compte les lisières de bois et les haies, ainsi que les prés humides et les prés vergers. Voilà. Donc là, on cartographie parce que derrière, il y a une aide qui est versée. Et aujourd'hui, en fait, du fait que l'IGN a cartographié l'ensemble des haies de France, on est capable de sortir une cartographie avec toutes les parcelles de France, toutes leurs cultures, si elles sont en bio ou pas, et si elles ont une haie ou pas. Ça vous dit un peu l'information dont on dispose. Voilà. Et pour terminer, un petit peu notre vision de demain. Donc, c'est vrai que le scénario after, c'est pas tout à fait ça, ni celui de gauche, ni celui de droite. Alors, l'avantage d'à droite, si vous voyez, il y a quand même quelques animaux et quand même quelques arbres, tout connecté. Bon, pas encore les arbres, mais le reste, oui. À gauche, la vision de Ford, qui datait de 74, vous voyez, c'est vraiment l'agriculture qu'eux avaient peut-être envie de voir, mais pas nous. Même si aujourd'hui, finalement, des tracteurs sans paysans, on les a. Aujourd'hui, beaucoup de tracteurs fonctionnent au GPS, on peut lâcher le guidon. On gère le paysan encore dans le tracteur, sauf dans une ferme dans le Shropshire en Angleterre, où ils ont tout fait sans paysans. Voilà. Pour la petite énigme, c'est la photo de gauche, c'était malin, Ford, c'est quelque chose qui est imprimé sur les torchons. C'était pour préparer les femmes d'agricultrices, comme elles devaient influer leur mari, sur la vision de demain et que voilà, il fallait se mécaniser, peut-être couper les arbres, puisque là on n'en voit plus. Bon, la vision plus récente, c'est vraiment le côté connecté. Là, voilà, l'agriculteur fait son agriculture à partir de son smartphone. Je pense qu'il y a certainement des choses à prendre là-dedans, même dans le côté GPS, hein, qui permet par exemple de désherber mécaniquement entre deux rangs de cultures séparés de 30 ou 40 cm, ce qui ne serait pas possible autrement. Donc il y a toute la réflexion aujourd'hui à avoir, c'est quoi les techniques qu'il faut garder et celles qu'il ne faut pas garder. Voilà. Aussi, pour revenir sur l'alimentation, puisque l'alimentation est au cœur de notre transition, comme j'ai dit, il faut aller vers une alimentation plus végétale et plus bio. Donc on va se dire, chouette, là finalement, on a a priori une alimentation végétale, il y a du riz, des légumes. Bio, je ne sais pas, ce n'est pas dit, mais là, il y a un truc qui cloche, c'est 0 minute de cuisine. Faites-vous livrer là où la vie vous mène, c'est-à-dire que là, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire, c'est abandonner la cuisine, sinon vous allez perdre un des P, des 5 P, et surtout passer le plus de temps possible à cuisiner, à manger, à discuter, et donc faire le contraire de ce que vous dit cette image d'Uber Eats. Voilà. Donc on revient à la diapo qui avait été montrée. Voilà, nous, ce qu'on voit plutôt demain comme paysage, c'est un paysage nourricier où au lieu de continuer à perdre à peu près, on est au rythme actuel de 9000 exploitations par an et à peu près 8000 ETP. Hein. L'agriculture perd 8000 emplois chaque année. De faire l'inverse, d'en gagner peut-être 8000 par an. Et notamment, là où il y a un secteur qui peut créer beaucoup d'emplois, c'est la production de fruits et légumes bio en circuit court ou en circuit long pour alimenter les villes, puisque vous savez que dans 11 mois, on devrait être à 15% d'agriculture biologique, c'était le vœu du gouvernement. Bon, on est à 8,5, donc je pense que ça va être compliqué. En 2022, on est aussi à 20% de bio dans les cantines.
On est à 6% aujourd'hui, donc on n'y est pas. Et puis, si vous regardez le plan national nutrition santé, en 2023, 100% des Français devraient manger 20% de leurs produits végétaux en bio. Donc, on a 3 challenges où on voit clairement qu'il va falloir mettre beaucoup de moyens si on veut les atteindre. Voilà. Et puis, pour terminer, un petit zoom aussi sur ce poster qui a été réalisé par l'agence initiale, qui a mis en image le paysage de nos scénarios, de notre scénario After 2050 dans 3 territoires qui étaient l'Île-de-France, la Beauce et l'Avesnois, et où dedans finalement est décrit tout le scénario. Et là, j'ai zoomé sur un côté qui nous manque en ce moment, parce que là, ils sont plus que 6, si je ne m'abuse, de pouvoir prendre le temps de manger tous ensemble à l'ombre d'un arbre et voilà, de finalement ralentir grâce à la frugalité alors qu'on a un monde qui ne fait que s'accélérer. Voilà, et bien j'ai terminé, merci. Merci. Alors donc, si on fait un petit bilan de ces présentations, on était à différentes échelles autour de l'arbre. Donc l'échelle de l'arbre lui-même, de sa racine, du rhizome, dans la ville, dans le territoire. On aurait pu avoir aussi encore un climatologue avec nous parler de cette échelle planétaire, quelque part aussi, ou celle des continents. Mais là, on va s'arrêter à nos échelles. En tous les cas, avec nos 2 experts, on va dire, entre guillemets, on a parlé de… En gros, ce qu'on peut se dire, c'est que il faut planter des arbres, quoi. Il faut planter plus d'arbres et que si on plante plus d'arbres dans le paysage agricole, on mangera mieux, si j'ai bien compris. D'ailleurs, il y a un 6e P dans ta règle des P, c'est le pré-verger. Et du coup, si on plante des arbres en ville, on respirera mieux, ça on le sait. Et du coup, je pense que tout le monde partage cette idée que l'arbre est une espèce de machine à faire du stockage de CO2, puisque c'est devenu l'outil des politiques, c'est devenu l'outil des paysagistes, des agronomes, des botanistes, c'est normal. Et on le défend. Mais c'est aussi devenu un outil politique, un outil pour dépolluer, un outil pour mieux respirer. Donc on considère peut-être trop là, du coup, Véronique, aussi comme une machine. En tout cas, pour nous, enfin ce qu'on voit avec vous, c'est qu'effectivement, bon, c'est une machine pour transformer le climat. Avec l'arbre, on pourra manger mieux, on pourra respirer mieux. Il va rendre des services écosystémiques. Mais peut-être les questions qu'on peut demander à la salle, du coup, pour vous deux, ce serait est-ce que parmi vous dans la salle, il y a des questions qui sont posées sur des conseils qu'on pourrait avoir de la part de notre botaniste? Ah, on a perdu Béatrice. On a perdu Béatrice. Du coup, peut-être qu'on peut déjà restituer les quelques questions qui ont été posées dans le chat. On n'a pas entendu la fin de question de Béatrice. En particulier, Philippe, je vois une question sur quelle est l'implication ou la réceptivité des agriculteurs. Ah, Béatrice, on ne t'entend plus. Je suis désolée, je coupe Béatrice. Voilà, donc question destinée à Philippe sur quelle est l'implication ou la réceptivité des agriculteurs vis-à-vis des réflexions sur des paysages agricoles de l'après-pétrole. Le sujet n'est-il pas largement polémique? Ça, c'était une première question. Il y a eu plusieurs questions, mais il y a des réponses qui se sont faites dans le chat en direct sur les subventions qui permettent d'aider des projets de plantation agroforestière en vigne. Et encore toujours à destination de Philippe, la production arboricole fruitière bio est une très grosse consommatrice de cuivre qui pollue et stérilise les sols. Quelle approche adopter? Quelle solution préconisez-vous? Voilà, c'est des… Pour dire la première question là, qui fait polémique, j'ai raté le début en fait. Alors, quelle est l'implication ou la réceptivité des agriculteurs vis-à-vis des réflexions sur les paysages d'après-pétrole, les paysages agricoles d'après-pétrole? Bon, ça c'est vrai que la transition, finalement, le scénario qu'on a bâti ne fait que mettre en musique les engagements pris par l'État français et l'Europe, c'est-à-dire
la réduction, la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre, la neutralité carbone, la bonne état écologique des masses d'eau, stopper la perte de biodiversité, zéro artificialisation nette, zéro déforestation importée. Enfin, on a tous les objectifs, plus le PNNS. Et en fait, quand on met ça en musique, on cherche à avoir un scénario systémique, on tombe sur notre scénario où il faut quand même sortir des énergies fossiles. C'est dit par tous les chercheurs dans le monde. Si on veut rester sous la barre des 1,5 degré, il faut arrêter d'ici 20 ans ou 30 ans de sortir du pétrole ou des gaz du sol. Mais donc voilà, après, une fois qu'on a fait ça, donc on arrive à quelque chose qui tient la route, hein, en étant couplé au scénario négawatt et en changeant notre alimentation, donc en gros en réduisant par 2 nos consommations de produits animaux et en augmentant les produits végétaux, notamment les légumineuses ou les fruits et légumes. Bon, une fois qu'on a dit ça, puis aussi avec les pratiques agroécologiques qui vont nous mener à 50% de bio, à minimum en 2050 et une forte réduction des phytos, comment on met ça en musique, quoi. C'est là que ça devient plus compliqué. Et bon, nous, on n'a pas trop de difficultés, bon, si ce n'est quand même en Bretagne en ce moment, là où on accompagne la région sur le scénario prospectif, où là, on a quand même affaire à des entreprises d'élevage, notamment de porc ou de volaille, où ce n'est pas facile d'envisager un tel scénario. Globalement, ça rassure quand même tout le monde. C'est-à-dire que d'avoir un scénario, de dire au moins quelque chose est possible, les gens sont plutôt satisfaits, quoi. Autant en 2010, on était quand même vraiment décentré par rapport au débat, en disant qu'il faut baisser la consommation de viande, il faut passer au bio. Là, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais aujourd'hui, 10 ans après le démarrage de notre scénario, en fait, on est plus au milieu de l'arène que sur un extrême, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tout le débat qui est rentré sur l'élevage intensif, sur le véganisme, sur le bien-être animal, et puis tous les travaux qui sortent montrent qu'il faut aller vers un régime plus végétal. Voilà. Alors l'accompagnement, ça ne va pas être simple. Par exemple, nous, on accompagne des syndicats d'eau potable dans les Landes ou en Charente-Maritime où l'eau est quasiment pourrait bientôt ne même plus être potabilisée parce qu'elle contient trop d'herbicides du maïs. On voit bien que la transition n'est pas simple, quoi. Que la bio est certainement une solution, mais il faut aussi qu'elle se massifie. Donc comment on la massifie, voilà. Mais bon, c'est comment dire, les discussions sont compliquées, mais je dirais ça reste quand même assez constructif, quoi. Puis on a aujourd'hui le soutien des collectivités locales, des métropoles, des régions qui ont pris des positions tout à fait dans le sens de cette transition. On a aussi de plus en plus d'entreprises agroalimentaires qui s'engagent aussi sur ces questions-là, hein. Danone est devenue une entreprise à mission. Toutes les entreprises de la bio comme Ecotone, Tribala et d'autres sont aussi engagées sur ces questions de biodiversité, etc. Voilà, on a le PNNS. Alors, juste, puis je m'arrêterai là. J'insiste beaucoup sur le plan national nutrition santé. Alors, on est peut-être loin du paysage vu de loin, mais en fait, non. Le PNNS, il donne une feuille de route très claire sur l'alimentation et il devrait chapeauter la politique agricole commune parce qu'il dit clairement qu'est-ce qu'on doit manger, quel mode de production, voilà, qu'il faut acheter des produits bruts, des produits locaux, des produits de saison, non contaminés par les pesticides. Et il faudrait que tout simplement tout le monde adopte ce plan-là, que ce soit les entreprises, les collectivités, l'État, les administrations et le consommateur. Et là, on aurait un véritable levier. Et pour la petite question sur le cuivre, alors, il y a toujours des attaques sur le bio qui, bien entendu, utilisent du cuivre, du soufre, mais aussi quelques molécules comme végétales pour essayer de contrôler ou certaines maladies des champignons ou certains ravageurs. Enfin, il faut quand même voir que ces produits-là, même s'ils sont assez rémanents dans le sol, sont quand même beaucoup moins toxiques que tous les produits fongicides CMR, donc cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, qui sont utilisés notamment en viticulture. Et que donc l'objectif, c'est bien sûr d'essayer de voir comment réduire encore plus l'usage du cuivre. Mais par exemple, sur les prés-vergers que j'ai montrés, il n'y a aucun traitement sur l'ensemble des prés-vergers menés en France, quoi.
Par contre, c'est vrai que sur certains vergers, même bio, on peut utiliser le cuivre. Donc oui, il n'y a aucune solution qui est totalement satisfaisante, mais il y a des pistes pour améliorer tout ça. Très bien, Merci merci. Donc en Philippe. fait, ce que tu nous dis, c'est qu'on peut faire des scénarios. Hein, pardon, tu voulais prendre la parole, Emrys? Tu veux clôturer là-dessus? Non, non, je voulais juste peut-être faire part de deux autres questions qui ont été posées à chacune d'entre vous d'ailleurs. Et puis effectivement, on est en train de déborder. Après, je vois qu'il y a encore du monde en ligne, donc on peut peut-être poursuivre un petit peu, mais pas trop. Il ne faut pas trop qu'on déborde. Deux questions du coup que j'ai pu noter. L'une par Déborah Aubert à destination de Véronique. Si je la lis, c'est la crise écologique actuelle est liée à une crise de la sensibilité. Comment dans des espaces urbains très denses laisser place à l'incertitude des dynamiques environnementales, favorisant l'éveil des sens, sentir le vent et la dissémination, observer les mutations d'espèces végétales et animales, pour qu'émergent de nouvelles relations entre les êtres vivants. Est-ce que ce n'est pas un thème récupéré pour les politiques de la ville, sans re-questionner globalement les manières de cohabiter le monde? Vaste, grande question. En même temps, j'en profite, je pose aussi la question à Béatrice, comme ça tu l'auras, et puis vous pourrez enchaîner l'une et l'autre en faisant, si possible, des réponses assez courtes. Béatrice, il y avait une question sur les nodes. Le principe des nodes est-il similaire ou différent, et quelle différence de la notion de micro-forêt urbaine ou forêt Miyawaki? Voilà. Véronique, si tu... J'ai vu cette question effectivement et il me semble qu'avant même de pouvoir parler des dynamiques environnementales, la première question à se poser, et pour moi ce qui est au centre justement de cette question de la sensibilité, c'est le fait de considérer l'arbre et le règne végétal comme un règne du vivant. C'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment ça la première condition, c'est-à-dire de retrouver une relation individuelle avant même de parler d'écologie, individuelle avec les végétaux. Et ça, je pense, enfin, c'est la théorie que je poursuis et qui rejoint un peu le travail de Béatrice, c'est qu'il me semble qu'en ville, ça passe par le jardin et que ça passe par notre lien aux végétaux dans le jardin, mais pas uniquement dans le jardin comme un espace de loisir, mais dans le jardin comme un espace de confrontation au règne végétal et voilà, le fait à la fois de pouvoir grimper dans des arbres, mettre les mains dans la terre et avoir tous ces liens-là sensibles qui se recréent avant de parler des mutations des espèces végétales et animales, par exemple, ou de plus grandes problématiques environnementales. Alors concernant les nodes, ce ne sont pas vraiment des forêts urbaines. Elles font 30, 50 mètres de diamètre, mais elles sont considérées comme des stepping stones, comme des petits espaces qui peuvent être connectés les uns les autres. Voilà, c'est exactement l'illustration de la trame verte en fait. Et je connais pas les forêts urbaines de peut-être tu connais toi ces forêts urbaines, tu peux nous en parler? Il s'agit de micro-forêts qui sont réalisées avec une densité maximale de manière à favoriser la biodiversité en ville. Et tu penses que 50 mètres de diamètre, c'est ça? C'est une petite forêt urbaine déjà? Alors là, c'est des petites forêts urbaines. Effectivement, c'est tout petit, hein. Je crois que Ah oui, l'exemple que je donne, ça peut être la taille d'une place de parking. Ah oui, d'accord, donc c'est bon alors. Voilà. Là, les nodes en sont du coup, en effet. Non, mais moi je trouve intéressant en tous les cas par rapport aux échelles. C'est vrai, l'arbre dans le paysage agricole, on l'a dit tout à l'heure, et puis tu nous as répondu, Philippe, effectivement, il faut qu'on fasse des scénarios, il faut qu'on continue à faire des scénarios. Des scénarios en pluridisciplinarité, on voit bien que quand les paysagistes illustrent vos scénarios,
C'est hyper efficace, ça donne envie de se projeter. Des scénarios avec tous les experts du vivant et puis surtout avec les agronomes et avec les agriculteurs eux-mêmes. Et donc, pour faire des scénarios, il faut qu'il y ait des commandes, il faut créer ces commandes. En fait, finalement, vous avez des commandes très différentes. Et puis, donc voilà, moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, il faut qu'on crée ces commandes et ces groupements pour faire de plus en plus de scénarios et pour chapeauter cette politique agricole commune avec plus d'arbres plantés dans nos territoires agricoles avec des usages très différents et même des nouveaux usages, peut-être reprendre des systèmes pastoraux, mais avoir aussi des nouveaux usages. Et en tous les cas, avec Véronique, on a aussi cette vision effectivement qui est très différente de se dire à l'échelle de la ville et à l'échelle de l'être humain, en fait. C'est ce que tu viens de dire tout de suite, c'est-à-dire cette nouvelle relation, cette mise en relation entre l'homme et la nature. Finalement, pour l'instant, elle est plus facile à retrouver et à recréer en ville. C'est assez étonnant. Et du coup, il y a de plus en plus d'expérimentations qui sont très intéressantes et qu'il faut absolument qu'on partage de plus en plus. C'est vrai que tu as parlé là des paysagistes là, pour un peu dessiner les scénarios. On avait réussi à faire ces premiers posters un peu a posteriori tout au démarrage. On s'est beaucoup mobilisé pour essayer de trouver d'autres sites. Et en fait, on a dû attendre 4 ans puisque le seul qui s'est manifesté, ça va être le PNR du golfe du Morbihan, où Initial va mettre en place ce paysage d'After 2050, mais il a fallu 5 ans pour trouver, mobiliser les moyens, et ce qui est quand même dommage parce que je pense que l'approche paysagère permet vraiment d'associer tous les acteurs à cette démarche, quoi, de s'approprier, parce que nous, on a une démarche quand même qui est avant tout très quantitative au départ, parce qu'on nous le demande aussi, quoi, de vérifier que tout ça fonctionne, etc. Mais ça ne permet pas forcément l'appropriation des acteurs pour construire et partager leur vision de demain, quoi. Donc là, les paysagistes sont vraiment essentiels, mais c'est vrai qu'une des limites, c'est qu'on n'a pas, il n'y a pas de commande, quoi. Il n'y a pas de commande. Non. Ben non. Est-ce Bon, que on en a une, on va démarrer After sur les régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, là, on va démarrer, là, ça y est, c'est parti, mais ça reste. Non, ce qu'il faudrait, c'est que dans cette politique agricole commune, il y ait effectivement, je ne sais pas si certaines personnes y travaillent, mais qu'il y ait des projets des projets de territoire agricole qui peuvent être travaillés en pluridisciplinarité avec les experts du vivant, ensemble. Agriculteurs, agronomes, écologues, climatologues, paysagistes, et qu'ensemble, on travaille les paysages comme on travaille un projet urbain, en fait. Tout à fait. Ça me paraît peut-être une bonne conclusion. On a dépassé d'un quart d'heure notre première séance de webinaire. Je vous propose peut-être de nous arrêter là pour pas trop dépasser. Vous l'avez compris, on a lancé une série de webinaires autour de la publication de cet ouvrage Ville et territoires de l'après-pétrole, le paysage au cœur de la transition, publié en août 2020 aux éditions Le Moniteur. Donc, il y avait ce webinaire d'ouverture, on va dire, avec nos 3 intervenants de taille d'aujourd'hui. Un prochain se tient la semaine prochaine. Le principe, c'est des rendez-vous plutôt le vendredi. Celui de la semaine prochaine se tiendra à 9h30, 10h30. Et il s'intitulera « Paysage habité de la campagne à la ville ». Voilà, on aura là aussi 3 intervenants avec des petits temps de lecture. Je vous ai envoyé le programme des suivants. On espère que vous avez pris plaisir à écouter nos intervenants et à découvrir cet ouvrage qu'on vous invite évidemment à commander auprès des éditions du Moniteur et à lire dans son intégralité. On vous invite également éventuellement à publier auprès de Signé Pape, à nous proposer des articles, puisque cet ouvrage, c'est la compilation d'articles écrits par des auteurs. Et les Signé Pape sont des articles que nous publions mensuellement. Voilà, puisque l'idée, c'est d'être dans la pratique, mais d'alimenter cette pratique toujours par une réflexion. Et donc, la publication nous semble être une chose importante et reste au cœur de notre philosophie. Béatrice, tu veux dire un petit mot? Et puis si... Non. Merci à tous.
Ouais. En tous les cas, merci de votre écoute et vous pourrez retrouver ce webinaire en vidéo sur notre site internet dès la semaine prochaine. Et merci bien sûr à vous trois pour cette présentation très intéressante.